Alors, cette table ronde, parce que nous, les libraires, on adore les titres comme ça, un peu, hein. Motivation intime et subjectivité dans le roman et la poésie. Donc là, je vois déjà vos têtes en disant oh, mon Dieu, ne vous inquiétez pas. Le fil rouge, c'est les différentes formes d'exil. Alors, je vais commencer en anglais par Jonathan Berg, parce que j'avoue humblement que je ne suis pas assez bonne en hébreu pour faire une interview d'un auteur de ce niveau en hébreu, et que nous avons dans la salle des personnes qui ne parlent pas l'hébreu, donc vous me pardonnerez pour l'anglais. Jonathan, we are going to talk today about intimate motivation and subjectivity in literature and poetry, and the common thread of this roundtable will be the theme of exile. Jonathan, you were born in 1981 in Jerusalem into an observant family. You grew up in Psagot, a village near Ramallah. You hold a degree, je vais vous demander s'il vous plaît de faire un tout petit peu de silence pour l'enregistrement et pour la bonne écoute de tout le monde, merci. You hold a degree in literary creation and a master's degree in bibliotherapy. You are the youngest poet to have received the Yehuda Amichai Poetry Prize for your first collection of poems, 2013, Hard Sales, Mifrasim Kashim. Your short story, Elegy, Kina, I hope the translation is okay, won the prestigious Haaretz short story competition. It didn't won. It didn't win? No. I wanted it so badly to win. A chosen story of one of the judges. Okay. I won't take something is not mine. Okay. It was like fourth place. Almost one. Almost one. Your first novel, 5 More Minutes, Od Chamesh Dakot, won the prize, am I right? Yeah. From the Israeli Ministry of Culture. Yeah, that's right. Okay. Jonathan, your 2 novels translated into French, 5 More Minutes and Psagot, A Departure, deal with exile on the spot. What was your inner motivation for choosing to write autobiographical novels? Hi, good evening. First of all, I'm sorry for speaking in English, the language of the empire. But one day I will learn French. You know, if enough books will be translated, I will have to. So, first of all, I want to correct a little detail. Not both of them are novels. The first one, 5 More Minutes, is a novel, is a fictional story about 2 protagonists that grew up in the same settlement and then went to different directions. But the second one, Psagot, A Departure, is a memoir. So it's directly about my experiences as a young man, a child, a young man, and a grown-up in the settlement. Now about the exile. I think first of all, let's go why I wrote the autobiographical novels. I think every writer, when he comes out to the world of writing, he's looking for a solid ground to walk on. It's intimidating enough to write a book and to create a whole world. So I think most of us goes, first of all, to a place we know very well and can deal with. So I think the majority % of us going first of all to the material that we have in hand, and that was the settlement and the experiences from there. But the exile point is because the main experience I had as a young man is the one of departing from an Orthodox family, from a settlement with everything that settlement means, the society, the ideologic thoughts, the rituals, the surroundings, and so on. And this experience of moving from everything I knew into a new world was the main experience I wanted to explore in writing. I wanted to understand it for myself. In a way, when I left the Orthodox life when I was 16, 17, I left the text, right? The whole Orthodox life is around the text.
rituals, the prayers, the teaching, everything is around the text. And then I had the absence of text in my life. Suddenly there was no text, and I was dealing the whole day long with a text. So I think I needed to bring a text to replace what was missing. And the new text was literature, was poetry and prose. So for me, in order to do my first step in writing, I had to deal with the closest experience I had, which was to change words, to change the text from a religious, ideological one to literature. My second question is, you started by writing poetry, then short stories, to finally move on to novels or memoir. Is it related to your studies or to something else? No, it's mainly related to the fact there's 24 hours in a day, and writing a poem is about an hour. And then I have nothing to do with the rest of my 7 hours of writing, if I have a day like this, a free day. No, I'm joking. I think writing poetry is dealing with a very intense, very fast spiritual experience inside of you. It's almost out of control, if you can say. The language goes very fast, very thick. The images run one after another. It's not a settled one. The fire is very high, you can say. And I needed, or I wanted to experience writing in a lower temperature, in a place that is not so fast, it's not so spilling out of you, but it's something that you have to do much slower, to build a structure much more with a conscious mind. You have to think about things from day to day. You have to go with your protagonist, with your plot. It's something that you build very slowly and step by step, which is completely different from poetry, which you need to catch a phrase, a moment, a metaphor, and you have to do it fast, and you have to pull the whole thing in one hand. And for me, I feel that it's good for me to be in both sides, to deal with something that is very chaotic, very fast. And that's what I do first thing in the morning. I never write poetry after the hour of 10. And I never write poetry after I ate. So, no, seriously. So it's only when I'm completely empty from my body, when I'm completely in this phase of starting the day with this awake, sleep, beginning, that's when I write poetry. And then when I settle down, I start building a much more settled and continuing sequence, which is prose. I guess for some people, they don't need the other side. They want to stay with this fast experience of spiritual power. And I think maybe other people don't even want to go there. I don't know, you can ask Dror or Benny, maybe they wrote poetry in some moment. So for me, I want to be in these two different temperature of writing. And my last question, because I'm extremely curious about that, what is bibliotherapy? Are you a practitioner today? What did it bring you on a personal level? And is there a spatial connection between bibliotherapy and your writing? Yeah. So bibliotherapy is a method of therapy, of mental therapy, but it's one that thinks that text has a very important and unique abilities in the meeting between a patient and a therapist. So bibliotherapy thinks that someone can put in a text things that he even cannot say face to face. So you use the text as a place that the patient can put things that he have a hard time to deal with or to communicate on the upper surface, you can say. Now, I don't do it. I don't practice. I'm not a therapist. Why? I did it for a few years in high school in Tel Aviv, and I found out that every time I leave the room for meeting a patient, or every time I come back home, I'm not staying with the patient after the session. I have a brother that is a therapist. You have to go
with the patient to your house. You have to think about him. You have to think about what he brought to the room. You have to think what is the process. You have to think where you want to take the therapy to. You have to be with the patient after the hours of session. But when I came home, I thought about my books. Seriously, I thought about my protagonist. I thought about the plot. I thought about the poem. I was concentrated on my creation, and I understood that in the end, it's not ethical to be a therapist, but not to take the patient with you after the session. So I didn't do it anymore. What was the last part? If bibliotherapy has a connection? A connection with your writing? No, not at all. I mean, I would say that usually I found out what I wrote when someone else is telling me what is in the book. So it's not about understanding myself, it's about liberating something, and then the reader or someone else can come and say, we saw that or we saw that. And thank you. Thank you very much. Rachel, tu es née en 1949 au kibbutz Tel Yosef, un an après la création de l'État d'Israël. Tu es spécialiste d'éducation artistique et de communication visuelle et tu as longtemps enseigné à l'école d'art Bet Berel. Tu es auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, traductrice yiddish-hébreu, n'est-ce pas? Tu as vécu à Paris dans les années 70 et tu es bien connu du public en tant que co-auteur de l'hébreu au présent, qui est une méthode d'apprentissage de l'hébreu utilisée dans les cours en France et dans les pays francophones. Comme deux sœurs paraît en français en 2015 et reçoit le prix Visou en 2016, et en 2019, L'ours qui cache la forêt est traduit en français. Vous êtes plusieurs à avoir des points communs ici, puisque votre éditeur français, Édition de l'Antilope, et je me permets de saluer Gilles Rosier, que j'apprécie énormément et qui m'a permis d'être en connexion avec vous. Dans tes deux romans traduits en français, Un fil rouge, les personnages viennent d'horizons différents, ils sont exilés dans le premier, et dans le deuxième, il est question de la nécessité de l'exil et du retour au pays natal, du besoin d'évasion aussi. Et tu m'as demandé de te poser les trois questions ensemble. Quelle a été ta motivation intime pour le choix de ces thèmes? On t'appelle souvent conteuse de la psyché ou conteuse de l'âme. Te retrouves-tu dans ce qualificatif? Et selon toi, notre époque est-elle faite d'exil? Peut-on parler d'une littérature de l'exil? Merci. Bonsoir. C'est le temps de français avec l'accent israélien maintenant. D'accord? Excusez-moi. Très bien. D'accord. Nathalie m'a posé la question sur l'exil. Et il faut préciser ce mot exil parce qu'il y a un autre mot, immigration, qui ressemble beaucoup. Et il faut préciser les deux mots parce que c'est très important pour ce que j'écris. Et immigration, c'est les termes un peu plus général de quitter son pays, de s'installer dans un autre pays. Et des raisons économiques, c'est souvent culturelles, des raisons personnelles. On se marie avec quelqu'un. Il y a beaucoup de raisons. Et puis, exilé, c'est quelque chose de différent. On est forcé de quitter son pays. Ou bien on est chassé, de son pays, ou bien ce pays n'existe pas, ou était conquis, ou bien des raisons politiques, bien sûr, des raisons il y a un autre régime, etc., etc. Et nous, quand on était, moi je suis partie de la première génération de l'État d'Israël. Quand on avait l'éducation, on nous a dit que l'État d'Israël, l'existence de l'État d'Israël, c'est notre responsabilité personnelle. Si on quitte le pays, il y a quelqu'un de moins pour construire le pays et tout ça. On était vraiment dans ça. Et quand quelqu'un de ma génération a quitté le pays, c'était toujours accompagné d'un sens de culpabilité.
On disait, je vais pour faire des études, je vais rentrer dans 2 ans, 3 ans. On n'a jamais dit, je pars d'Israël. Et je pense que dans la génération nouvelle maintenant, il y a pas mal de gens qui quittent le pays sans aucun sens de culpabilité. Ils sont des immigrants comme tout le monde, comme des immigrants partout. Les immigrés, l'immigré regarde le futur dans le pays nouveau. Et il veut améliorer ses conditions et tout ça. L'exilé regarde en arrière, il a la nostalgie vers son pays, il veut y retourner quand les conditions vont changer, etc. Je pense que mon roman, le deuxième roman, L'ours qui cache la forêt, est sur des immigrés, des Israéliens immigrés et pas exilés. Ils font ça, ils quittent le pays volontiers, ils sont là-bas et ils ne pensent pas y retourner. Pas du tout. Ils disent que peut-être ils vont retourner, mais ce n'est pas vrai. Et je pense que c'est pas... je voulais dire... Et je pense que cette génération qui quitte dans mon roman, ce sont... je vais retrouver mon... Dans mon roman, L'ours qui cache la forêt se déroule aux États-Unis. Ce sont des Israéliens qui habitent là-bas. Et on a le point de vue des Israéliens qui ne sont pas en Israël. Je pense que c'est pas assez, il n'y a pas beaucoup de romans qui prennent cette vue des Israéliens qui sont dehors. Et j'avoue que j'avais des problèmes pour le publier en Israël. Et j'ai eu beaucoup de refus. Et je pense que c'est aussi la construction de ce roman. Mais plutôt, c'est à cause du fait que nous, les Israéliens qui habitent ici, en Israël, n'aiment pas tellement savoir ce qui se passe là-bas et n'aiment pas tellement écouter ce qu'ils ont à dire et leurs avis politiques, etc. Et on dit en Israël, je pense en général, vous n'habitez pas en Israël, alors qu'est-ce que vous avez à dire à nous? Nous sommes ici, nous faisons l'armée, nous sommes ici, et on ne veut pas écouter. Et mes personnages là-bas, ce sont des Israéliens qui ont perdu le centre de leur vie, le pays central. Ils ne sont plus attachés aux États d'Israël. Et Israël, ce n'est plus leur centre de... Comment c'est, attirance? Centre d'intérêt, oui, pas du tout. Et c'est pas facile, je pense que assez souvent, c'est pas facile pour les Israéliens de lire ça et de voir qu'il y a des gens qui se sont intégrés là-bas, sont heureux là-bas, ils veulent apprendre l'anglais, ils veulent rester là-bas, et avoir plus d'argent, etc. Et bien sûr, ils sont comme des immigrés partout. Et ils aiment les amis israéliens, ils sont attachés à l'hébreu, ils lisent l'hébreu, ils lisent les journaux. Et ils ont des souvenirs d'Israël, de la famille ici et tout ça. Mais finalement, ce sont des immigrants. Et à mon avis, aux dernières années, et après mon livre, je pense qu'il y a une autre tendance et chez les jeunes, et pas seulement les jeunes, mais ceux qui quittent le pays, qui quittent l'Israël. Et je pense qu'il y a, et maintenant, je ne suis pas sociologue, alors je parle de ce que je regarde autour de moi. Ce sont des réflexions, ce n'est pas des statistiques. Et je pense qu'il y a des gens qui quittent Israël parce qu'ils sont fatigués de ce qui se passe ici, ils sont fatigués de la politique, et ils se sont fatigués de lutter. Et ils quittent le pays, ils s'installent ailleurs.
Et ils sont un peu des exilés parce qu'ils font ça pas parce qu'ils veulent s'installer là-bas, avoir plus d'argent et tout ça, mais parce qu'ils se sentent forcés de partir, parce que le pays ne les représente plus. Et ça, c'est un phénomène qui augmente, à mon avis, et les gens qui veulent plus vivre ici, mais ils quittent avec la douleur et surtout avec l'inquiétude. Ils sont très inquiets de ce qui se passe en Israël. Et pour eux, Israël reste un centre. Ils regardent Israël comme centre, malgré le fait qu'ils ont quitté, qu'ils ne veulent plus rester ici, mais quand même, ils luttent entre eux dans leurs émotions pour Israël. Et la deuxième question était si je conteste de quelque chose La conteuse de l'âme. De l'âme. Et je vais dire quelque chose sur ça. Et j'écris pas la psychologie. Je cherche pas la psychologie de mes caractères. Et tout ce que j'écris, c'est ce que je vois et ce qu'ils disent et ce qu'ils font, leurs habitudes, leurs comportements, mais pas leur motivation psychologique. Et je préfère que cette analyse psychologique sera faite par le lecteur et pas par moi. Et même, je donnerai un exemple pour finir. Et il y a dans mon deuxième livre, il y a un couple américain qui est marié avec un Israélien et qui se divorce. Et pas de raisons, je ne donne pas dans nos livres, je ne donne pas de raisons psychologiques. Je donne des raisons culturelles. Elle est américaine, elle ne veut plus vivre avec un Israélien. Elle n'aime pas les Israéliens. Elle ne veut pas vivre avec un Israélien. Elle avait l'espoir qu'il change. Aux États-Unis, il sera plus américain. Mais il n'est pas américain, il reste israélien, elle ne veut plus vivre avec lui. Leur fille, qui devient un peu très délicate et qui dans l'histoire était hospitalisée dans un sanatorium parce qu'elle a des problèmes mentaux. Et les victimes de ce divorce, comme les enfants assez souvent sont les victimes, mais elle n'est pas une victime de la psychologie de ses parents, mais des tensions culturelles entre eux. Et s'il y a quelque chose de psychologique, c'est au lecteur de savoir. Donc, merci. Alors, Benny Mère Benjamin Meyersdorf, tu es né à Tel Aviv en 1971, tu es titulaire d'un master d'études yiddish de l'Université hébraïque de Jérusalem, tu es l'un des meilleurs connaisseurs de la culture yiddish en Israël, tu as traduit Sholem Aleichem et Avron Sudkever par exemple, tu es rédacteur en chef adjoint du supplément littéraire du journal israélien Haaretz et depuis 2016 directeur éditorial des éditions Magnes Press. Et oui, on va retrouver la poésie, poetry. Tu as traduit un recueil de poèmes pour enfants du yiddish en hébreu. Le yiddish est une langue d'exil. Pourquoi ton investissement dans cette langue ? Tout d'abord, alors, oui, bonsoir, je m'excuse aussi. Je vous prie de pardonner mes fautes, mes erreurs. Et alors, à la question, vous m'avez demandé pourquoi le yiddish. Alors, c'est une question qui était posée aussi à Yitzhak Bashevis Singer, le grand écrivain yiddish. Il a répondu pourquoi pas. Donc, chaque fois qu'on demande pourquoi yiddish, on oublie que c'était une langue qui était parlée par millions de gens, et de l'Australie jusqu'à l'Argentine, et en Égypte, en Eretz Israël, et partout.
Et donc, on parle d'une langue qui n'a pas connu, qui ne connaissait pas les frontières, qui n'a pas eu un pays yiddish. Il n'y avait pas un Yiddishland, mais pourtant, il y avait des habitants. Et il y avait, d'une culture immense, très très vaste, grande culture. Et de l'autre côté, on parle d'une langue très intime, très, comme on dit en yiddish, heimish, et qui connaît l'essence de la maison, de la communauté, et qui contient aussi l'histoire, la grande histoire de relations entre les juifs et les non-juifs. Ça veut dire avec tous ces composants slaves, germaniques, hébraïques, araméens. Et elle raconte, et elle-même raconte l'histoire de voisins et de la culture yiddish. Donc, vraiment, c'est une culture, une langue qui mérite d'être étudiée, parlée, etc. Et finalement, il y a un lien biographique parce que ce n'est pas la langue que j'ai entendue à la maison. Et enfin, c'était presque une langue interdite comme d'habitude, j'aurais dit. Mais ça m'a motivé d'explorer la langue qui n'était pas parlée à la maison, qui était la langue maternelle de mes parents et qui n'était pas parlée à la maison, pour des raisons qu'on connaît très bien. Alors, pourquoi avoir écrit spécifiquement un livre sur la rue Smoche? La rue Smoche. Le livre s'appelle La rue Smoche. C'est le nom de la rue de la biographie. Donc, c'est presque la même question. Je pense que la rue Smoche, c'est le yiddish parmi les rues de communautés juives. Et donc, on peut répondre aussi pourquoi pas Smoche. Et à la fois, c'est une rue typique de la communauté des Juifs polonais, des Juifs de la communauté de Varsovie, qui était une communauté, vous savez, 1/3 million et avant la guerre. Et de l'autre côté, il y avait plein des histoires révolutionnaires. Et parce que vraiment, c'est une époque de changement immense. Et ça veut dire des gens qui sont immigrés du shtetl, de la petite ville traditionnelle, à la grande ville, et qui ont changé les habitudes, le langage, tout le contraire. Donc, c'est une histoire, et moi je trouve une grande drame et qui est racontée par la rue de Smoche. Et voilà. Et ma dernière question à Benny, ta motivation intime est-elle liée à la souffrance juive européenne véhiculée par le yiddish? Oui. Donc, il y a quelques jours, je lis un article qui était écrit à Varsovie et à l'an 31, je pense, il était publié en hébreu. Et là, le titre, c'est L'homme de lendemain. Le l'homme de lendemain. C'est écrit en hébreu à Varsovie. Et puis, l'écrivain indique les spécifications de tout ce que l'homme de lendemain doit symboliser. Ça veut dire qu'il doit être robuste, musclé, il doit savoir utiliser les instruments, etc. Et il doit être un membre d'un collectif, bien sûr. Et je pense que là, je me sentis, pas pour la première fois, comme l'homme d'hier. Et donc, je peux dire que de mon enfance, j'étais attiré par ces histoires
comme on dit en yiddish, kleine Menschelach, le petite personne, le petit homme comme ça de yiddish, qu'on connaît, mais c'est vraiment pas le yiddish. On parlait souvent de l'homme diasporique et qui s'est trouvé ailleurs aussi, partout. Donc oui, alors je pense que ces histoires, l'histoire diasporique m'a beaucoup attiré en tant qu'Israélien, en tant qu'un auteur qui est né à Tel Aviv. Et voilà, alors c'est ça qui m'a motivé de raconter leur histoire, de ces petits personnages, et d'essayer de revivre cette ambiance, cette communauté, cette rue, etc., et qui n'existe plus. C'est une biographie qui raconte l'histoire d'une rue qui n'existe pas du tout. C'est ça. Alors, de tous mes moyens, j'essayais de faire l'impossible. Je fais juste une micro-pause pour dire que je suis infiniment heureuse d'avoir autour de moi 5 écrivains que je considère vraiment comme de très très grands écrivains. Comme vous l'avez vu dans la première partie, les thématiques sont très différentes. Nous passons maintenant à la deuxième partie avec des thématiques encore très différentes, mais tous sont traduits en français ou ont écrit en français et sont parmi, franchement, les meilleurs écrivains du moment. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, vous allez voir, là, on fait un saut, encore une fois. Dror Mishani. Dror, tu es né en 1975 à Holon. Tu es écrivain, traducteur, universitaire spécialisé dans l'histoire du roman policier et aussi un fin connaisseur de la littérature française du XIXe siècle. On te connaît à travers ton déjà célèbre inspecteur Abraham. Tu incarnes le renouveau du roman policier israélien après la disparition prématurée de Bat-Yagour. A-t-elle été une source d'inspiration pour toi ou as-tu eu plutôt envie de te démarquer ? Bonsoir. Et je m'excuse aussi pour le français. Je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler français. Donc, merci pour cette occasion. Et oui, je me sens un peu comme le fils étrange, très bizarre de la tradition de la littérature israélienne, qui n'a pas beaucoup aimé le roman noir, le roman policier. Et la tradition de romans noirs, de romans policiers, surtout la tradition européenne. Et donc comme le fils un peu étrange de Yosef Chaim Brenner et Fred Vargas, si vous connaissez. Donc, s'ils avaient une nuit d'amour, Yosef Chaim Brenner et Fred Vargas, alors moi je suis sorti de cette nuit. Et oui, j'ai découvert le roman noir à Paris. J'ai vécu à Paris pendant 2 ans et j'ai étudié la langue française et j'ai vraiment étudié à travers le roman noir, le roman de Simenon, le roman américain traduit en français. Donc j'espère toujours que mon français, c'est le français de gangster des années 30 qui était parlé dans le roman de Simenon. Et quand je suis retourné à Tel Aviv, c'était vraiment la question que je m'étais posée, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de romans noirs en hébreu? Pourquoi après Bat-Yagour, après Shulamit Lapid aussi, il n'y avait pas énormément de romans policiers en hébreu? Et je me suis posé le challenge, oui, le défi d'écrire un roman policier qui se déroule à Holon, avec le personnage que je connais et qui parle hébreu.
On te qualifie parfois d'écrivain de la douleur humaine. S'agit-il de la douleur humaine universelle ou particulièrement israélienne? Bon, je crois que oui, c'est vrai que la douleur humaine m'intéresse beaucoup, elle me touche, mais j'écris des personnages. Moi, je crois que mes personnages sont très très israéliens. J'écris sur moi-même, sur mes amis, sur ma famille. Donc je crois que les personnages sont israéliens, mais la douleur peut-être est universelle. Alors pour les amateurs de séries, j'en suis une série, The Calling, est en train de sortir à partir de tes romans. Le réalisateur, c'est quand même Barry Levinson. Rain Man, Good Morning Vietnam, entre autres. Que représente cette expérience pour toi? C'était un espoir, mais une déception. Et, parce que j'ai vu la série, n'est pas très bon. Et Abraham, mon détective, a été transporté, même exilé à New York. Donc maintenant, il travaille pour le NYPD. Moi, je ne voulais pas ça. Mais quand même, c'est un peu mieux de film français qui a été fait par Eric Zonka, qui est même pire de la série américaine. Et moi, je préfère qu'Avram reste à Holon. Donc, moi, j'aime la série israélienne qui est faite de mes romans. Elle est mieux que la série américaine et le film français. Bon, il n'y a plus tellement de suspense, mais quand même, le 12 janvier 2023 sort ton prochain livre dans sa traduction française, Emouna en hébreu, un simple enquêteur en français. Peux-tu nous en dire quelques mots? Je sais que dans le public, beaucoup de gens attendent et l'ont déjà pré-réservé. Et d'abord, je peux dire, vous avez posé la question de l'édition avant. Et moi, j'ai voulu parler de mon éditrice française, qui est vraiment magnifique. Elle s'appelle Marie-Caroline Aubert. Elle est la grande dame du roman policier en France. Et elle écrit elle est l'éditrice de la série Noire à Gallimard. Et elle a changé le nom du livre, parce que Emouna, vous savez, Emouna, hein, son croyance au foi, je ne sais pas. Et elle a dit non, ça c'est pas, on peut pas faire croyance en français, c'est comme un livre de la philosophie. Alors elle a changé le nom pour Un simple enquêteur, et c'est le 4e roman d'Avram. Et c'est une enquête qui est un peu spéciale parce que pour moi c'est la première enquête politique. Et la première fois qu'Avram trouve la douleur, pas seulement dans notre maison, dans les chambres, dans les âmes, mais aussi dans les roues. Et donc c'est un roman que je suis très curieux de voir comment il va être lu en France. Félicitations. Alors, Raphaël Yerushalmi, ancien espion, devenu libraire de livres anciens à Tel Aviv. Tu prends un malin plaisir à essayer de faire basculer le cours de l'histoire dans tes romans. Tu es tout aussi romanesque que tes personnages, si, avec un cursus vraiment pas banal. Ancien élève de Normal Sup, sorbonnard fréquentant le milieu punk de l'époque, tu entres dans l'armée israélienne et tu deviens très vite agent de Tzahal, où tu passeras 15 ans de ta vie avant de prendre ta retraite pour t'engager dans l'humanitaire et l'éducatif. Depuis 2012, tu n'as jamais cessé de nous surprendre. En ce qui te concerne, l'exil est volontaire. Tu as quitté la France pour revenir en Israël. Pourquoi? Alors, moi je suis un mioche. Il y a eu des mioches parisiens de 68 et moi je suis un mioche de 67.
Et quand j'ai vu un jour à la télévision, en 67, j'avais 13 ans, et je vois à la télévision la guerre des 6 jours, et je vois les soldats de Tzahal sur les tanks dans le désert. Et il y a des enfants, quand ils sont petits, ils disent « moi je veux être astronaute, moi je veux être cow-boy ». Et moi quand j'ai vu ça, j'ai dit « moi je veux être ça ». Et ça m'a jamais quitté, cette admiration du soldat israélien. En plus, il ne va pas à l'école, donc c'est déjà un grand avantage. Mais j'ai toujours rêvé. Donc Normal Sup, c'est un accident de parcours parce que mes parents m'ont demandé de faire des études avant de faire l'Aliyah. Donc j'ai fait des études avant l'Aliyah, mais je m'en suis jamais servi, enfin peut-être pour écrire. Et mon rêve s'est accompli de devenir ce soldat de Tzahal. C'est le plus grand honneur, le plus grand privilège que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir servi dans Tzahal. Le mot exil ne me plaît pas du tout, même quand on parle des Yordim, même quand on parle des gens de la Shoah, de la Galoute, de la Gola. J'aime pas du tout le mot exil, moi je me sens très bien partout. Je pense qu'on peut emmener son monde avec soi. Il y a beaucoup de migrants aujourd'hui dans tous les sens qui arrivent en France, sur le sol français, de Syrie, d'Afghanistan, de je ne sais où. Ils viennent avec leur culture, avec leur passé, avec leur tradition. Ça ne les empêche pas d'embrasser une nouvelle culture, un nouveau pays qui est la France. Et ça ne les empêche pas d'embrasser, même s'ils vont dans un troisième pays, encore un nouveau. Je pense que où que l'on soit, on doit faire sa place. Donc je ne me suis jamais senti en exil en France. Je ne pense pas que c'est la diaspora ou la Gola. Je ne me sens pas en exil en Israël par rapport à la France, bien que des fois, Paris me manque. Ok, mais donc voilà, le mot exil ne me plaît pas. Dans l'armée, on apprend à être ou dans le désert. J'étais aussi dans la jungle, j'étais dans des endroits pas très sympathiques ou fréquentables. Et j'ai toujours fait mon petit confort, mon petit endroit. Et je pense que c'est une des façons d'être ce qu'on appelle citoyen du monde. Donc il n'y a pas d'exil, on doit se sentir bien partout sur cette planète. Alors, comment es-tu arrivé à l'écriture ou comment l'écriture s'est-elle imposée à toi? Donc, j'ai jamais pensé, rêvé, voulu être écrivain. J'aurais énormément voulu être peintre. Je suis très très déçu de ne pas être un peintre. Je suis très frustré quand je vois des musiciens, des gens qui jouent du jazz ou de la guitare électrique, dont je suis incapable. Donc il me restait le truc le plus facile, hein, là il n'y a pas besoin, il suffit de prendre un laptop et d'écrire quelque chose. Et je me suis retrouvé en fin de compte, après l'armée, à Tel Aviv, au café, avec un laptop. Alors quand vous allez au café à Tel Aviv et vous voyez des laptops, il y a un café où il y a eu une émission de télévision israélienne, Nechama Vachetzi, ça s'appelle, un peu près de Rothschild, en face d'Abima. Dans ce café, vous rentrez, tout le monde est avec un laptop. Et le caméraman et le type qui est interviewé, c'est Shai Stern, vient et demande à moi, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire sur votre laptop? Je dis, moi, je suis en train d'écrire un roman. Ah, très intéressant. Et puis, il passe à un autre laptop, il dit, moi, je suis en train d'écrire un opéra. Il va sur un autre table, je suis en train d'écrire un script pour un film. Voilà, donc tout le monde écrit. Donc moi, au départ, j'allais au Nechama Vachetzi, au café, avec un laptop pour voir mes emails. Mais au bout d'une demi-heure, on a fini de voir les emails, et donc il fallait donner quand même une impression, une attitude. Et comme je vous l'ai dit, je voulais être musicien. Et j'ai donc commencé à taper quelque chose sur le laptop, mais c'était pas de la musique, c'était des mots. Et comme une mélodie, ces mots, ces phrases ont fait commencer une petite histoire. Et l'histoire, comme une mélodie aussi, est devenue toute une musique, tout un air entier. Et c'est devenu un roman. Et ce qui m'a plu dans ce travail-là, c'est pas tellement la musique, il y a une musique quand on écrit, mais ce qui me plaît, c'est de jouer, tout simplement, jouer avec les mots, jouer avec les phrases, changer la phrase, changer les mots. Je fais un truc tout le temps quand j'écris. J'ai le dictionnaire Petit Robert dans l'ordinateur.
à chaque mot que j'écris. C'est vraiment automatique. Chaque mot que j'écris, hop, petit Robert, les synonymes. Et c'est jamais le bon mot, c'est toujours dans le petit Robert qu'il y a le bon mot pour la suite du livre. Et voilà, et donc voilà. Alors je voudrais, avant de parler de pourquoi ça a été édité, j'ai été édité, pour ceux qui ne connaissent pas le métier des écrivains, si c'est un métier, il y a les éditeurs, c'est très important. Mais je voudrais en rendre hommage à Nathalie, parce que le plus important pour nous, les écrivains, c'est les libraires. Si les libraires ne vous portent pas, rien n'arrivera dans le métier. Nos livres se vendent parce que les libraires défendent nos livres. Les éditeurs, c'est autre chose. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça sur le terrain. Alors, quand j'ai écrit mon premier livre, ça s'appelait Sauver Mozart, parce que comme je voulais être musicien, j'ai écrit un livre sur un critique musical à Salzbourg. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Sauver Mozart autour de la musique, en découvrant que justement la musique était un très très bel outil littéraire. Quand vous parlez de musique, quand vous décrivez de la musique, ça rend votre prose très très belle et très très musicale, bien sûr. Et donc j'ai écrit ce livre. Et puis je me suis dit, à un moment donné, j'en ai écrit un deuxième, peut-être on va le faire lire à quelqu'un. Et donc très modestement, avec le même laptop, un Nechama Vachetzi, j'ai envoyé mon livre aux 10 plus grands éditeurs de France, parce que par modestie. Mais c'était aussi qu'est-ce qu'il y avait sur Google qui était en premier. Et Actes Sud, alors a pris tout de suite le livre, et je suis resté jusqu'à maintenant chez Actes Sud, où avec toujours la même éditrice qui est mon coach pour la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce qu'il faut toujours avoir de l'espoir, c'est que Actes Sud reçoit à peu près 300 manuscrits par mois. Et donc ça s'entasse dans les bureaux d'Actes Sud. Mais Actes Sud a son siège à Arles, dans le midi de la France, dans une vieille maison qui a été retapée pour faire des bureaux, mais c'est une vieille maison de Arles, et donc pour faire des bureaux, il y a des couloirs partout, il y a des escaliers partout, c'est un bordel incroyable. Et mon éditrice, donc, passée par hasard, elle était obligée, pour aller d'un bureau à l'autre, de traverser le service des manuscrits. Et elle a vu une enveloppe dans la tas de manuscrits. Il y avait une enveloppe avec un grand timbre de Tel Aviv en hébreu. Elle a trouvé ça amusant, donc elle a retiré l'enveloppe parce que le timbre était joli, était d'Israël. Elle a ouvert l'enveloppe, il y avait écrit que l'écrivain, c'est son premier livre et qu'il était ancien des renseignements israéliens. Donc elle a trouvé ça amusant. Et puis en plus, mon premier livre est très court. Donc c'était aussi une possibilité de le lire. C'est comme ça que j'ai été tiré de la pile. Et donc il faut un petit peu de chance aussi dans la vie. Alors, dernière brève question, parce que je vais vous inviter tout à l'heure à faire une petite pause, mais ne surtout pas partir. Pas de pause. Alors, pas de pause. Dernière question à Raphaël, et après, je vous en prie, restez, parce qu'il va y avoir une table ronde encore formidable avec des essayistes et avec des récits biographiques, autobiographiques, et ne la manquez pas. Donc, ma dernière question, Raphaël, comment passe-t-on de Otto Steiner à François Villon, d'Apollinaire à Évacuation, de Ángel de la Cruz et Léa de Montesa à des Sex Pistols et l'Intifada, et enfin Paul Bernstein et Pierre Delmain? Alors, ça va être court et simple. Tous ces personnages ont une seule chose en commun, c'est qu'ils sont les héros les moins probables pour accomplir ce qu'ils vont accomplir dans mes romans. Mes héros ne sont pas des anti-héros, mais ce sont des personnages qui sont les derniers auxquels vous penseriez pour, par exemple, combattre le nazisme ou l'Inquisition. Et c'est ma marotte, donc à chaque fois je prends un personnage inattendu. Je m'amuse d'ailleurs à les massacrer, à les rendre antipathiques, antisociales ou autres. On ne s'attend pas d'eux. Et pour moi, le choix de ces personnages improbables pour accomplir des missions extraordinaires, c'est mon obsession de la petite histoire contre la grande histoire. C'est que tout ce qu'on voit, on apprend dans les livres d'histoire ou dans les titres des journaux,
c'est pas la vérité se trouve sur le terrain, ça c'est une expérience de militaire, ce qui est sur le terrain, ce qui est la vraie vie, et donc la petite histoire contredit la grande histoire. Pour moi, par exemple, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est les justes des nations. Hitler, c'est pas important, la Shoah c'est horrible, mais ce qui est vraiment important dans ça, c'est la petite histoire, c'est les justes des nations, les gens qui ont sauvé des Juifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5. Thank you so much. Toda Rabba.